Bonjour Régis, Bonjour à toi, merci d'accepter cette interview. c'est avec plaisir. C'est cool. On se retrouve donc avec Régis Bonnecey, qui est ni plus ni moins que le créateur notamment de Altered et le créateur aussi de Equinox, l'entreprise qui va éditer. Eh ben, tu as tout résumé. Voilà. Et justement, j'ai une question. En quelques mots, c'est quoi Altered? Altered, c'est un jeu de cartes à collectionner qu'on a abordé d'un œil un petit peu nouveau. Faut savoir que depuis Magic the Gathering 93, le premier TCG, il y en a eu beaucoup d'autres et c'est vrai que c'était un milieu, je trouve, où il y avait peu d'innovation. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu créé le jeu de cartes à collectionner que moi j'aurais bien aimé voir et qui apporte plein de choses qui n'existent pas ailleurs, en espérant que ça parle aussi à d'autres joueurs, à d'autres joueuses que moi. Voilà. Ok, très bien. Si Altered était une personne, tu as fait quoi pour lui et qu'est-ce que tu lui souhaites? Eh écoute, moi souvent, pour n'importe quel jeu, tu vois, que je sois éditeur ou auteur ou un peu des deux, il y a toujours l'analogie avec le papa, tu vois. Ça veut dire que tu fais en sorte que ton fils ou ta fille ait la meilleure éducation possible, tu essayes d'en prendre soin et tout, et à un moment donné, il va voler de ses propres ailes, et quoi qu'il arrive, tu en seras fier, donc ça marche ou pas. En tout cas, tu es quand même fier du parcours que tu as fait à ses côtés. Donc voilà, c'est un petit peu ce rôle-là, voilà. Très bien. T'es connu dans le monde du jeu quand même depuis pas mal d'années pour tout un tas de raisons. Ça veut dire que je suis vieux, ça, c'est ça. Non, ah non, non, non. Mais c'est vrai aussi. Je sais pas, je connais même pas ton âge, j'aimerais dire. 5. 45? Bientôt. C'est vrai. Eh ben, écoute, tu es jeune, en fait. Mais oui. Enfin, tu vois, j'ai 39 ans. Ah ouais, tu es jeune aussi, on Bah ouais, on est jeune. Ouais, on est très jeune. Magnifique. Et donc, tu as fait déjà des jeux de société avant. Lesquels t'as fait? Le tout premier, c'était Himalaya quand j'avais 21 ans, qui a été republié sous le nom de Lord of Zidit. Il y a eu aussi Dice Forge, il y a eu Fabula, il y a eu Seasons. Voilà. Il y a un petit préféré dans le lot? Ah, Seasons. Voilà, Ouais, c'est pourquoi? vraiment mon jeu de cœur. À la base, c'était justement, tu vois, comme quoi les jeux de cartes, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je voulais retrouver un petit peu les sensations du draft à Magic avec un jeu beaucoup plus minimaliste qui demandait forcément beaucoup de moins de matériel et d'investissement. Et voilà, et c'est un jeu que personnellement j'ai beaucoup joué, à la fois durant la phase de prototype et aussi beaucoup après parce qu'il était sur Board Arena, j'avais de 300, 400, 500 parties, je sais plus trop, mais j'ai beaucoup joué. C'est un jeu auquel je prends toujours plaisir à jouer. Alors, je prends moins le temps d'y jouer maintenant, mais en tout cas, je sais que c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Ok. Et un bon classement en Elo sur BGA? J'étais pas mauvais, mais à un moment donné, j'avoue que j'ai essayé de faire mon max, mais il y avait des joueurs chinois, je crois, qui trustaient le top 5, et j'avoue que je me faisais plier. Et qu'à un moment, j'en ai marre, je suis nul, j'arrête. Non, mais voilà, non, ils étaient assez forts. Ouais. Ok. J'ai une question. S'il y avait un jeu de société que tu aurais aimé avoir créé, c'était lequel? Alors, là encore une fois, certainement peut-être, on va parler nostalgie. Clone Catan, je dirais. Voilà. Ouais. Pour quelle raison? Clone Catan, ça a été ma première grande révélation. Je jouais bien sûr avant, mais quand Catan est arrivé, je me dis ce jeu a tout en 1 heure. Il y avait de la chat, il y avait du commerce, il y avait de la stratégie, il y avait un petit peu là. Il y avait tous les éléments qui faisaient qu'un jeu moderne était moderne en 45 minutes, 1 heure de jeu. Et moi, c'était une vraie belle découverte. Ok, très bien, intéressant. Et qu'est-ce qui te plaît maintenant, on va passer un petit peu en fait sur le côté émotion. Qu'est-ce que tu cherches à générer? On va reparler d'Alterd chez les joueurs d'Alterd. À la base, tout le projet né de là, c'était, je te parlais de mon passé de joueur de jeux de cartes à collectionner, c'était 93 Magic, donc il y a 30 ans de ça, et c'était une époque où, quand tu ouvrais un booster, tu savais absolument pas ce que tu allais trouver dedans. Il y avait des cartes, je me souviens, c'était la Force of Nature, on m'a dit, il y a une carte en vert, tu te trompes, qui t'imprime, je sais pas trop, mais ça a l'air. Et moi, j'étais là, waouh, j'adorerais trop ne serait-ce que la voir et tout. Et je savais même pas si c'était une vraie carte ou si c'était une légende urbaine. Une légende, ouais, bien sûr. Et je me souviens de la première fois où je l'ai vue de mes yeux vus, j'étais là, waouh, mais comment je peux faire pour la voir et tout. Alors qu'en fait, elle est pas très bonne comme carte, mais voilà, c'était un autre temps. Et voilà, donc on ne connaissait pas les listes de cartes qui allaient sortir, on ne sait pas les cartes qui composaient une extension. Et par analogie, quand on affrontait un adversaire, il jouait des trucs très différent, on savait pas sur quoi on allait tomber, quel jeu. C'était une autre époque et moi je voulais justement, tu me parles d'émotion, ce retour à la surprise, vraiment faire en sorte que quand tu ouvres un booster, tu te redises waouh, il se passe vraiment un truc. Et idem quand tu joues contre un adversaire, tu te dises pas en voyant la première carte de son jeu, ah ok, il joue un deck machin et il y a ça dedans, donc je dois faire ça contre. Non, je voulais remettre ça. Et ça, une des bases du projet, c'est les cartes altérées, c'est créer une grande diversité de cartes jusqu'à aujourd'hui, donc des cartes uniques. Tu vois, on peut en mettre 3 dans un deck, donc c'est un petit peu tes bottes secrètes. Donc à la fois quand on trouve un booster,
t'as toujours cette espèce de, c'est pas de l'appréhension, mais d'excitation de te dire, est-ce que je vais avoir une carte unique? Il y en a une tous les 8 boosters, donc c'est quand même assez courant. Ouais. Une carte vraiment unique au monde. Donc vraiment le côté, je serai le seul à la posséder. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que c'est une bonne carte? Est-ce que c'est une mauvaise carte? Donc quoi, je pourrais la jouer? Et idem, quand tu vas jouer contre un adversaire, tu sais qu'il y a au moins 3 cartes, parce que c'est maximum 3 cartes uniques dans un deck, qui vont, de toute façon, tu ne vas peut-être même pas connaître, quoi. Donc, voilà, vraiment le retour à la surprise. C'est l'émotion cœur. Exactement. La surprise, donc, ce serait le maître mot d'Alterd, finalement. Okay. Excellent. Donc, en termes d'émotion, on a vu surprise. Mais toi, qu'est-ce qui te plaît finalement? Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée d'avoir créé Alter, au-delà de la surprise? Bah, je pense que c'est tous les défis. C'est un projet. Il y a des grosses innovations, quoi. Oui, il y a des cartes uniques, il y a du print on demand, il y a des QR codes, la gestion de la collection en ligne, la marketplace mondiale. Tu scannes une carte, accèdes au lore, à l'historique de chaque carte. Enfin, il y a plein de choses qui sont nouvelles. Le système de rareté aussi est différent. Le fait que une commune, tu la trouves aussi en rare, tu la trouves aussi en unique, mais à chaque fois avec des différences, notamment aussi l'artwork qui est évolutif. Donc, sur plein d'aspects, on est novateur. Et moi, c'était vraiment dès le départ de penser l'ensemble du concept, de dire il y a tout un écosystème où tout se répond, tout se fait écho, et arriver à se dire est-ce que on va être assez smart pour arriver sans nous jeter des fleurs, hein, tu vois, mais est-ce qu'on va arriver finalement à faire que, on va arriver à l'ancrer dans la réalité, tu vois. Et deuxième défi, est-ce que finalement le jeu de cartes idéal qui était alors dans ma tête au tout début, puis après dans la tête de toute l'équipe, va faire écho aussi à tous les joueurs et toutes les joueuses qui vont l'adopter. Donc voilà, moi je trouve que c'est hyper excitant dans la création, cette espèce d'incertitude. Il y en a qui détestent. Moi je trouve que ça fait partie de ça, c'est-à-dire on amène des choses et puis il y a cette excitation et cette peur en même temps de dire est-ce que les gens vont aimer, mais à la fois, et c'est les deux qui se mélangent et c'est chouette à vivre. Ok, une vraie volonté de faire une sorte de pas de côté par rapport à ce qui est proposé dans le monde du TCG à l'heure actuelle. Est-ce que tu as quelques différences vraiment notables que toi tu mets vraiment en avant ou même qui te plaisent beaucoup par rapport aux autres TCG qui existent sur le marché? Bah déjà le premier truc, on en a parlé, c'est les cartes uniques. Oui, bien sûr. Une tous les 8 boosters, bon bah déjà c'est quand même chouette. T'as la marketplace. Tu vas pouvoir. Alors pourquoi la marketplace? On va revenir au poncif du jeu, c'est que sur chaque carte il y a un QR code unique au monde aussi. Même sur toutes les communes. Toutes les cartes. Tout, quoi. Voilà. T'ouvres un booster, première chose que tu fais, tu vas scanner l'entièreté de tes cartes et elles vont être disponibles dans ta bibliothèque. Et à partir de là, bah, tu peux faire plein de choses. Tu peux échanger tes cartes avec n'importe quelle personne dans le monde. Tu peux éventuellement changer, une fois que tu l'as échangé ou acheté, la langue de la carte. Cette carte-là, tu peux la faire réimprimer. N'importe quelle carte de ta collection, tu peux la faire réimprimer via notre système d'impression à la demande. Donc, ça part chez l'usine et tu la reçois après chez toi. Donc, juste le temps que le process se fasse. Mais ça, modifiant aussi. La motion, oui, tu peux changer par exemple, tu peux les foiler aussi. Ça veut dire que on a ce qu'on appelle dans les boosters des foilers qui permettent de foiler n'importe quel type de carte, donc de faire des decks foils. Enfin, t'as vraiment une espèce de flexibilité liée à ce système qui est assez folle, et tu consommes un petit peu le jeu comme tu veux. Le lore aussi, moi je suis vachement sensible à l'univers, et on a donc Yoshi qui bosse avec nous à plein de trucs, qui est donc narrative designer, qui écrit l'histoire un petit peu de notre monde et aussi de chaque carte. Donc je t'en parlais tout à l'heure, tu vois, tu scannes une carte, tu vas avoir l'histoire de qui est ce personnage, quelle est son histoire dans le monde, c'est quoi ses interactions avec les personnages, c'est quoi l'histoire globale que Alter rencontre. Et ça, les joueurs et les joueuses vont pouvoir suivre un petit peu l'évolution de cette histoire au fur et à mesure de l'extension. Et ça, c'est à la portée juste d'un scan. J'ai une carte, je suis curieux ou curieuse, je la scanne, hop, j'ai l'info. Donc voilà, j'oublie ça. Manière de découvrir un monde. De picorer un univers. Si ça t'intéresse pas, bah écoute. Bien sûr, on peut passer à côté et jouer simplement. Tout à fait. Mais pour les personnes peuvent s'amuser à découvrir tout un univers à force d'un petit scan, tout simplement. Autre chose, tu vois, donc là c'est plus justement, on parle d'univers, mais dès le début on voulait quelque chose de très accessible comme univers où qui qu'on soit, on peut se retrouver dans ce que l'on est à travers le jeu. Donc c'était des notions un petit peu d'inclusivité, de diversité, c'était aussi aborder la représentation des corps différents, tu vas faire en sorte que il n'y ait pas toujours que des femmes filiformes et des mecs hyper musclés. Donc, on a vu un des héros qui a un bras amputé, par exemple. Ouais, voilà. On a notamment, j'ai vu une héroïne qui n'avait pas de jambes, mais plutôt des mécanismes. Là, elle avait une prothèse, par exemple. Une prothèse, voilà. Ou alors il peut y avoir des femmes ou des hommes plus en rondeur, j'ai vu, qui sont moins représentés. Chose qui est difficile d'ailleurs, parce que quand tu travailles les illustrateurs et les illustratrices, tu leur demandes tellement habitué peut-être. Un personnage avec des rondeurs, c'est en fait hyper compliqué. Pareil, tu t'aperçois que quand tu demandes de représenter une femme de 50 ans et un homme de 50 ans, autant l'homme de 50 ans, il fait son âge,
autant les femmes, très souvent, elles sont soit jeunes, soit très vieilles. Mais en termes de représentation, tu as du mal à faire des personnages féminins qui sont un petit peu dans la quarantaine, la cinquantaine. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand tu parles avec les illustrateurs, les illustratrices, on leur demande peu, donc finalement, ils sont assez peu habitués. Bien sûr. Et dans ce travail-là, c'est aussi beaucoup un travail d'apprentissage, de recherche. De recherche. Tu répètes aussi parfois ce que tu sais faire. Donc, et ça, c'est étonnant de voir qu'en fait, c'est encore quelque chose d'hyper balbutiant. Ouais, ça doit être sympa dans un projet que tu mènes toi de manière large, d'avoir un impact finalement sur le travail des artistes avec qui tu travailles, parce que je sais que tu es assez sensible à tout le d'art, tout ce qui est œuvre culturelle, c'est un grand truc pour toi de ce que je te connais. Et là, de fait, finalement, c'est bizarre parce qu'avec tes demandes, tu as un impact sur la capacité des artistes avec qui tu travailles à altérer leur façon de travailler, tu vois, et ils en sont restés. Ouais, c'est bien parce qu'ils sortent de leur zone de confort ou même de leurs habitudes tout simplement. Et ça, c'est quand même une force quand même de proposer ça. Créer un jeu, c'est procurer du plaisir aux gens. Mais c'est vrai que si aussi on peut essayer de faire passer un petit peu des messages sans faire des trucs au forceps, oui, bien sûr, mais juste essayer d'apporter des choses un petit peu différentes, c'est chouette. Moi, c'est un pari que j'ai bien envie de relever. T'as créé des jeux de société. Ouais. T'as joué à beaucoup de TCG. Ouais. Tu es en train de créer avec tes équipes un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner. Mais en quoi Altered peut plaire à des gens qui ne sont pas du tout du monde du jeu de cartes à collectionner et qui, pour aujourd'hui, leur expérience du jeu, c'est le jeu de société uniquement? C'est une bonne question. Et déjà, première chose qu'on a faite quand on a développé ce qu'on appelle les starter decks, les decks de démarrage qu'on va proposer, il y en a 6 imperfections, c'était de jouer à tout ce qui se faisait dans la concurrence, comme deck d'initiation. Et souvent, on s'est aperçu que l'expérience, elle était bonne pour une initiation, mais c'est pas forcément une expérience que tu avais envie de répéter 10 fois, 20 fois, parce que plutôt que... Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui peut se comprendre, parce que le jeu de cartes, c'est évolutif, tu rajoutes des cartes. Et nous, on est vraiment parti sur une approche de chaque starter deck doit proposer une expérience hyper consistante. Et en ça, on est vachement plus proche justement de l'univers des jeux de société, où quelqu'un qui n'est pas sensible à l'univers des jeux de cartes à collectionner, qui a pas envie de faire de deck building, ça veut dire prendre un type de carte et modifier son deck, rajouter tout ça, peut très bien se contenter d'acheter des starter decks 1, 2, 3, 4, 5, 6 et se contenter de jouer avec. L'expérience, de mon point de vue, est déjà hyper satisfaisante. Puis après, tu peux imaginer tous les scénarios possibles. Ça veut dire que tu peux aussi très bien t'acheter 2, 3 boosters tous les 6 mois et te dire, tiens, on va changer un petit peu notre expérience de jeu, changer une ou deux cartes et on continue à jouer comme ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui peut jouer de différentes façons possibles. Et je pense que oui, en ça, il est vachement ouvert à des publics de joueurs de jeux de société. Et en plus, au-delà de l'expérience consistante, de par les mécanismes, tu vois, il y a une piste centrale aussi qui est présente. Le but, c'est pas comme dans 90% des TCG de détruire l'adversaire, de le tuer. C'est vraiment un jeu où on va explorer une zone et c'est le premier joueur ou la première joueuse qui va explorer la totalité de la zone, donc faire se réunir son compagnon et son héros sur la même case, qui va remporter dans la partie. Donc là aussi, dans ce côté plateau, pion qui avance et tout, il y a quelque chose qui est très proche en termes de sensation du jeu de société. Ouais, on est d'accord, parce que habituellement, dans la plupart des TCG, la majorité, je vais dire, parce que c'est pas toujours vrai, le but c'est de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Là, on est sur réunir deux êtres qui veulent se retrouver en traversant les tumultes du parcours qui les attend. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'interactions, parce que c'est un jeu à deux, et en fait, un jeu à deux, si tu mets pas d'interaction, c'est vite boring, quoi, ennuyant. Là, vraiment, t'as quand même de l'interaction, mais voilà, présenté de façon un petit peu différente dans la scénographie. Et là, concrètement, les cartes qu'on va venir placer, en fait, vont venir accompagner les héros ou le compagnon à avancer dans ce tumulte. C'est ça. Et là, il y a une chose qui me rappelle, moi, un peu le côté onirisme de Dixit. Lequel t'es pas, t'es plutôt familier avec Dixit. Oui. Pour ceux et celles qui le savent. Mais tout ça pour dire que on invoque parfois des personnages de on va dire la culture, la pop culture même. Pourquoi cette volonté justement d'y ajouter ce côté onirisme un petit peu et mémoire un peu collective, des personnages qu'on connaît un petit peu tous. Et là, c'est pas forcément d'où ils viennent. Et après, on peut peut-être faire la recherche pour les découvrir. Ouais, en fait, l'histoire de base, c'était de se dire, il y a le monde des rêves à un moment qui va entrer en collision avec la réalité. Et donc, tout le postulat, c'était de se dire comment des personnages qui ont existé dans l'imaginaire collectif, qui soient issus de des personnages historiques, des personnages issus de romans, de bandes dessinées ou autres, seraient s'ils devaient finalement s'incarner
dans notre quotidien autour de nous. Déjà en termes vestimentaires, en termes d'enjeux, en termes donc déjà, c'était de partir d'un matériau qui était connu de tous et de toutes, et après de le revisiter, de dire voilà comment, par exemple, de ce personnage-là, on en fait un personnage moderne, tant dans sa représentation, donc ça c'est par l'aspect graphique, que par son histoire, et ça c'est plutôt le lore, et ça c'est quelque chose de très bien, et je pense que c'est une belle porte d'entrée finalement pour les joueurs et les joueuses, parce que quand tu arrives avec, je sais pas, la fée Clochette, bon bah tout de suite, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être un Disney, c'était dans des contes, donc il y a beaucoup de matériaux aussi. Tu vois, Disney en fait, ils ont fait un petit peu la même chose à leur époque sur plus de temps, mais ils ont repris des matériaux connus pour se l'approprier dans leur univers. Bah nous, on fait un petit peu la même chose à notre niveau, parce que tout à chacun peut du coup avoir une porte d'entrée facilitée, même s'il ne s'intéresse pas à l'univers. Il y aura toujours des tiens, mais ce personnage m'évoque, ah oui, effectivement, ok, je connais, et tout de suite ça leur évoque des choses, quoi. Très bien. On peut citer quelques exemples. Moi, je me rappelle les trois petits cochons. Les trois petits cochons. Ils viennent de rejoindre Axiom, donc plutôt des mécaniciens ingénieurs. C'est ça. T'as, par exemple, dans les personnages historiques, t'as Jeanne d'Arc. Ouais, qui est dans Sheordis. Voilà. Après, il y a plein d'autres personnages, mais il y en a auxquels, en fait, il y en a plein qui sont dans la Dame du Lac, il y en a plein qui sont dans les extensions futures. Donc, voilà, il y en a plein qui me viennent en tête, et je crois qu'ils sont pas dans le set de base. Donc, maintenant, je commence à mélanger à force de tout tester en même temps. Bon, si tu lâches le truc, t'avais pas le droit, moi, je dirais que c'est toi qui me l'as dit. Non, je vais me faire taper sur le, bon, ça sera pas bien grave, mais, ouais, en tout cas, il y a vraiment mais c'est réinterprété. On le voit pas tel quel, comme tu l'as dit. Ils viennent s'adapter au monde d'Alterd, et eux-mêmes sont altérés par ce monde, bien sûr, du réel. Et donc c'est marrant, c'est une autre version de celle qu'on connaît, des contes qu'on peut connaître. Ah bah sinon, ça serait, moi le premier, je dis c'est chiant. Je pense qu'aujourd'hui, t'as pas envie de voir les trois. Enfin, c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Il y a pas d'intérêt. C'est vraiment comment eux maintenant ils évoluent dans ce monde-là, et c'est ça qui est super sympa, parce que les enjeux de ce monde sont pas les enjeux du matériau dans lequel ils ont été tirés. Donc ça c'est super cool. Je vais parler d'un autre jeu auquel toi t'as joué aussi, Forge. Ouais. Ils avaient cet art de faire un lien logique entre la mécanique de la carte et le personnage qui était représenté. Et j'ai retrouvé ça dans Altered, qui avait toujours une logique mécanique avec le personnage. Ça c'est un gros travail qu'on fait. Alors pour les personnes qui savent pas comment on conçoit le jeu, bah en gros pour schématiser, il y a une équipe de game designers, donc eux, ils vont plutôt créer la carte en termes de mécanique. Le narrative designer, c'est donc j'en parlais tout à l'heure, Yoshi, qui va écrire l'histoire de ce personnage dans le monde. Et il y a aussi l'art, donc la direction artistique, qui va briefer les illustrateurs, les illustratrices et tout. Et en fait, c'est comment créer des ponts entre ces trois métiers pour que tout se réponde. Ça veut dire que si tu as un personnage qui est identifié pour telle et telle spécificité, que ces spécificités-là, elles soient retranscrites dans le gameplay de la carte, et qu'en même temps, ça fasse écho à l'art. Donc c'est vraiment un travail tripartite, ils bossent ensemble. C'est un travail complexe, mais ça permet d'avoir quelque chose d'ultra cohérent, parce que c'est vrai que si tu prends un personnage connu, mais dont l'effet va complètement à l'encontre de l'image que tu te faisais du perso, là par contre tu crées quelque chose de vachement dissonant, et tu n'utilises pas la force de ce personnage au service du jeu. Exactement. Donc ça c'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui découvrent Altered, c'est que essayez de voir la logique qu'il y a entre la mécanique et le personnage. Ça peut même vous aider à jouer plus vite ou plus facilement. On va peut-être prendre l'effet, et ça plaira à ceux qui aiment le lore, donc tout ce qui est histoire derrière, à dire quel impact ce personnage-là a dans le monde et dans les expéditions faites par les héros et leurs compagnons. Tout à fait. Donc j'adore quand tout est bien calibré dès le départ. Et là, j'ai l'impression que t'as eu un peu ce rôle de maître d'orchestre, en fait, finalement. Ouais, c'est vraiment un travail collectif, on fait plus des choses, puis après, c'est partagé dans toute l'équipe. Tu vois, il y a aussi dans ce que le jeu raconte en tant que tel, tu vois, le fait c'est toujours important si tu fais une action, tu la rapproches à quoi de concret, tu vois. Un personnage, il fait une action, à la fin du tour, il va se reposer, il va dans la réserve, il peut éventuellement revenir. Tu vois, il y a des choses qui sont très logiques, qui s'expliquent aussi, et du coup, pour apprendre une règle, c'est beaucoup plus facile, plutôt que de dire, voilà, c'est la règle, pourquoi, on n'en sait rien, c'est comme ça, applique-la. C'est mieux quand tout ça aussi, il y a un sens, un vrai sens et un vrai lien. Tout à fait, et ça, c'est réussi. Là, donc, on parle d'Alterd comme si c'était aussi un jeu de société. On mélange un peu création et concept, mais comme si c'était un jeu de société. Et si c'était un jeu de société, comment tu pitcherais sur la boîte? Ce serait écrit combien de joueurs, combien de temps de partie? Un peu le côté désolé, ça fait fiche technique, mais je trouve ça intéressant. Non, alors les parties, on va dire, ça peut aller de 15 minutes à 30 minutes, voilà. De 2 à 4 joueurs, parce qu'on a prévu aussi des modes multijoueurs. Moi, personnellement, c'est un mode que j'en ai plusieurs en plus. Ouais, soit tu joues le free for all, ça veut dire 1 contre tous, soit tu joues par équipe, le 2 contre 2. Et ça, c'est quelque chose, un mode que j'affectionne particulièrement,
parce que ça permet d'amener parfois à la compétition, au jeu, des personnes qui d'habitude n'y seraient pas entrées. Je pense notamment au public féminin. Ouais. Souvent, quand tu interroges une femme et tu dis, bah, tu joues à tel jeu de cartes, tu ne vas pas en tournoi, pourquoi? La réponse sera à 90% du temps, parce que je vais me faire, en gros, juger par des mecs. C'est, bah, t'aurais dû faire ci, tu fais ça, mais non, là, t'as mal joué. Et en fait, c'est hyper souvent. Alors, le fait de pouvoir jouer à deux, bah, tu viens avec une personne qui t'apporte ce soutien, avec qui tu te sens à l'aise et avec qui tu vas partager un vrai bon moment. Tout à fait. Donc moi, personnellement, je crois beaucoup en ce mode de jeu. Voilà. Tout à fait. Dans les formats, d'ailleurs, compétitifs, Ouais. on va en parler un peu parce qu'il y en a aussi qui aiment bien le côté affrontement. Ouais. Même si là, c'est un affrontement finalement non violent en fait. Il y a de l'interaction, quoi. C'est l'interaction. Et voilà. Mais ouais. Et il y a quoi comme format de compétitif qui est un peu prévu? Juste par exemple. T'as tout ce qui est format limité. Donc là, le draft, ça on l'a testé. C'est vraiment un mode aussi qui est top. Enfin, on peut mélanger des factions ou pas dans... Ouais, tu peux mélanger 3 factions dans le draft. Ça va être assez. Il y a aussi un héros par booster, c'est aussi pour le mode draft. Donc, quand on a conçu le jeu, on a conçu la répartition des boosters pour que le jeu soit favoriser le draft directement. Ouais, directement. C'est vrai que c'est un mode qui. Il y en a qui ont fait des boosters différents, séparés. Et là, un booster peut servir de plein de façons. Ouais. Mais quand tu vois. Quand on a un cahier des charges bien précis, après, ça permet aussi de développer avec des contraintes. Alors, c'est pas toujours simple, c'est même plutôt parfois compliqué parce qu'il y a des choses, t'as du mal à les faire entrer dans des cases, mais une fois que tu y arrives, les choses paraissent évidentes et moi j'aime bien l'évidence. C'est toujours parce que si c'est évident pour nous, tu te dis que pour les joueurs et pour les joueurs, ça risque d'être évident aussi. Donc les boosters, ouais, ils sont complètement faits pour du trifaction, donc du shield deck. Après, bah t'as de l'affrontement normal avec le format, on va dire standard et le format par équipe. Aussi. Ah, format par équipe. Ça, moi, j'ai eu l'occasion de le tester. Ok, le format équipe en faction, donc. Ouais. Donc, on vient choisir quelle bannière on veut représenter pendant ce tournoi. Et concrètement, comment ça se passe pour le reste? Alors moi, un truc que j'ai imaginé, donc ça sera plutôt pour les gros tournois, c'est souvent, bah, t'as un gagnant qui gagne, voilà, et puis c'est le premier, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Moi, ce que j'aurais envie d'instaurer, ce qu'on a envie d'instaurer, c'est de se dire que si t'as une faction de cœur, par exemple, je sais pas, t'aimes les Bravos, si tu sais qu'en ce moment, dans la méta, c'est-à-dire l'environnement de jeu, c'est pas la faction qui est la plus à même de remporter un tournoi parce qu'elle est un peu plus faible. Il y a une carte qui fait que, enfin, tout ce qui fait qu'un jeu de cartes à collectionner, un jeu de cartes à collectionner. Bah, si t'as envie de jouer Bravos, j'aimerais que le premier joueur ou la première joueuse de l'ensemble du tournoi qui a joué Bravos remporte aussi quelque chose parce que elle a fait, elle a mis en valeur sa faction. Ce qui fait que ça favoriserait le fait que si t'as juste envie de jouer cette faction parce que tu aimes cette faction, t'as envie de la mettre en valeur et tout, que tu puisses le faire sans te dire ouais mais bon je vais me faire marcher dessus par machin parce que c'est la faction qui domine et qu'on se retrouve qu'avec des decks je sais pas Izmir ou Ordis parce que sur l'instant T c'est ceux qui sont peut-être les plus enclins de remporter un tournoi dans la méta. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire forcément pour les tournois où il y a beaucoup de participants parce qu'à 8 ça aurait pas de sens bien sûr, mais pour les gros tournois ouais c'est un truc que je pense qu'il aurait vraiment beaucoup de sens. Excellent. Je sais que tu es bien entouré. Tu t'es entouré de game designers qui ont fait de la compétition dans différents jeux de cartes. Donc, qui ont fait parfois des déplacements internationaux, même pour ça. Donc, il y a eu du très bon niveau dans la compétition. Donc, même si c'est un jeu finalement interactif, non violent, il y a quand même du vrai challenge. Moi, j'ai eu la chance de voir des cartes qui n'ont pas été encore dévoilées. Et on voit qu'il y a une vraie possibilité de build. Selon le héros, ça change énormément quand même la façon de jouer. Donc, il y a une très belle diversité de types de jeux qui se présentent. Et là où je voulais en venir, c'est que tout le monde peut y trouver son compte en termes de gameplay. Parce que dans la plupart des jeux de cartes à collectionner, ou même finalement, ça peut être aussi un jeu de société asymétrique. On peut le considérer aussi comme ça. Il y a des types de jeux, de façons de jouer qui sont différentes. Ouais, là on a aussi bâti chaque faction autour de certains archétypes, faire en sorte aussi que certaines factions soient plus accessibles que d'autres, et proposer des choses très diversifiées. Je pense tu vois une faction par exemple qui est clivante, les Lyra, où il y a du lancer de dés. Bah par exemple, il y a des gens qui sont complètement allergiques au lancer de dés, qui disent no way, jamais de la vie, et au contraire toute une partie du public, tu les vois jouer, ça les éclate, c'est génial. Et ça, tu vois, bah c'est bien de faire des vraies propositions comme ça. Izmir, bon, on va plutôt avoir un jeu où il y a beaucoup de cartes de contrôle, qui va jouer sur la durée. T'as des decks beaucoup plus agressifs comme les Bravos. Tu vas avoir des Ordis aussi est pas mal. Hein. Ouais, des bons personnages et tout. Donc voilà, ils ont tous leur ADN, à la fois en termes de gameplay, à la fois en termes de philosophie. Tu vois, les Mouna, ça va être l'harmonie, le côté zen, le côté voilà. Les ordistes, en parlaient, bah, comme le nom l'indique, ça va être l'ordre, l'équilibre, et voilà. Et en fait, ça fait écho au lore où
ils coopèrent tous ensemble parce que Mmh. leur but c'est de redécouvrir un petit peu Bien sûr. le monde alentour, de reconstruire une forme d'humanité. Donc, mais ils ont malgré tout chacun leur vision de comment y parvenir. Voilà. Donc, Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que justement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes archétypes qu'on trouve dans les autres TCG. ouais, Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut pas dire, tiens, c'est pareil que Magic ou c'est pareil que Yu-Gi-Oh ou que sais-je. Et ça, c'est pas mal. L'avantage aussi, c'est que ça, c'est plus un conseil que je vais donner à ceux qui regardent, qui voudraient se lancer, c'est de pas s'arrêter au premier deck qu'ils essaient et qu'ils aillent essayer les autres, parce que la façon de jouer est quand même très différente d'une faction à l'autre. Et donc, je vous invite à tester vraiment, si vous pouvez, les 6 starter decks, sachant que c'est possible. Tu nous as offert des print and play. ouais, On peut, si on est imprimante ou un copain qui en a une, s'amuser à faire une séance d'impression et de découpage. Mais il y a vraiment moyen, en fait, que même si une faction ne vous plaît pas, bah en fait, d'aller chercher peut-être les mécanismes d'une autre qui vous satisferaient plus. Et c'est vrai qu'on est sur finalement une philosophie de jeu plus un archétype que je trouve. ouais. Et puis après, ce qui fait la petite différence aussi entre un jeu de cartes à collectionner et un jeu de société, c'est que un jeu de cartes à collectionner, n'importe lequel, tu peux aussi passer une très mauvaise première partie parce que ton deck il sort complètement à l'envers, voilà tout ça, et tu te dis moi qu'est-ce que c'est que ça, alors que je pense qu'un jeu de société va être plus stable, Ouais. voilà, et c'est normal parce que un jeu de cartes, un jeu de société te propose une expérience de jeu complètement finie. Exactement. Avec un début, un milieu de partie, une fin de partie, tout ça, c'est bien designé comme un peu comme un film. Là où un jeu de cartes à collectionner, ça peut aller dans les extrêmes, tu vois. Ça peut te faire des sorties complètement catastrophiques qui arriveront quasiment jamais. Mais si c'est ta première partie, tu vas juste te dire ouais, bah je l'ai mal vécu. Donc ouais, essayons de faire 2-3 parties aussi avec des archétypes différents. Exact. Parce que là, vous verrez que d'une partie à l'autre, les sensations sont vraiment toutes très différentes. Mais ça, c'est propre un petit peu à tous les jeux de cartes à collectionner. Certes. Dernière chose aussi, et là, on va l'annoncer sous peu, donc tu vois, on peut en parler là. Ça va être aussi, tu parlais de possibilité de jouer le jeu, donc de jouer au jeu, tu parlais des print and play. Il y a bien sûr la plateforme Board Game Arena. Oui. Et là, ce qu'on va annoncer dans quelques heures, c'est le fait de pouvoir porter toutes les cartes que tu auras dans ta collection, donc toutes les cartes que tu auras achetées, tu vas pouvoir construire deck et les jouer sur Board Game Arena. Waouh, c'est bah ouais, ça sera la première vraie fois où ça sera possible. Incroyable. Et donc là, on va lancer le développement. La campagne Kickstarter s'est super bien passée et voilà, c'est la next step qui est logique. C'est absolument génial. On pourra jouer de où on veut. Juste avec un navigateur web, sans installer un client qui sera plus à jour avec ma tablette ou mon téléphone ou autre, et on pourra jouer comme ça avec un deck qu'on a personnalisé à notre collection. Et donc, comment tu vas faire pour les uniques? Ça va être. Eh ben ça aussi, ça va être fait. Voilà. Donc ça, on a levé les freins techniques, donc ça, on va lancer le développement. Et moi, j'ai vraiment envie de se voir ça se réaliser, parce qu'en fait, l'écosystème, c'est tu vas quand même en boutique, t'achètes tes cartes, tu joues aux jeux de cartes physiques et tout. Si t'es éloigné, si t'as pas de la chance. Aujourd'hui, je suis dans une position où, si je me lance dans un jeu de cartes à collectionner, j'ai pas forcément le temps de me déplacer, de ceci, cela. Par contre, acheter des cartes et me dire de temps en temps, tiens, je fais un deck. Hop là, je vais pouvoir le tester tout de suite, c'est bien. Donc du coup, ça fait quelque chose où on laisse le jeu organisé en boutique. Si tu as envie de tester tes decks et tout, tu peux essayer en ligne. Et bien sûr, les cartes ne seront achetables qu'en boutique. Et je pense que là-dessus, on aura quelque chose d'assez vertueux. Très bien. Donc, il sera possible sur BGA de jouer avec les starter decks qui seront déjà, entre guillemets, offerts dans BGA. Ça, c'est déjà le cas, Donc, c'est déjà le cas et ça va continuer. Donc, on aura une superbe version d'initiation, finalement, déjà disponible. Pour découvrir le jeu, tu vas dessus, Et on pourra quand même jouer en très compétitif si on le veut, tout en restant dans son canapé, en dessous d'un plate chaud avec un chocolat chaud, par exemple. Et là, ça fait écho aussi à toutes les autres features. On parlait d'échanger les cartes. Tu vois, là aussi, une fois que tu l'échanges, ton joueur japonais, t'as sa carte, tout de suite, tu peux la tester sur BGA, parce que là, fait la même aussi en version française. Voilà, tout l'écosystème, tu vois, a une vraie logique. Génial. Et ça, moi, c'est un truc, j'ai hâte de voir comment les gens vont. Je pense qu'il y en a en tout cas, ça m'excite. Moi qui joue sur BGA, des fois, tu dors pas, il est 1h du mat. Bon, tu vas pas appeler un copain pour qu'il vienne jouer avec toi. C'est ça. Quand tu dis BGA, je suis tranquille, je suis installé avec mon ordinateur, voilà, je peux y aller. Pour tous les insomniaques, voilà, maintenant vous saurez quoi faire quand vous l'aurez à 2-3 heures du matin, vous faites exactement pareil, c'est ça. Exactement. Parmi les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseilles pour découvrir Altered? On peut relister les moyens. Ouais. Alors, il y a ton préféré après. On parle de BGA. Donc là, tu regardes un petit tuto et tu t'exerces, tu joues.
Si tu préfères l'expérience d'un jeu physique, on a mis tous les print and play, donc tous les starter decks sont disponibles à imprimer chez vous. Vous pouvez jouer. Il y a les tokens aussi, les planches de tokens, tout ce qu'il faut. Il y a Exalted aussi, ça c'est un membre de la communauté Nucléon qui a développé tout un programme pour pouvoir jouer au jeu. Et il y a plein de modes aussi sur Tabletop Simulator. Je crois qu'il y a 3 ou 4 modes aujourd'hui qui existent pour pouvoir jouer. Donc en fait l'idée c'est faites-vous un avis, voilà, vous vous rendrez compte comme ça si le jeu est fait pour vous ou pas. Nous, on n'a rien à cacher. Alors bien sûr, c'est une expérience initiatique parce que dans les faits, un jeu de cartes à collectionner, c'est un pool très grande carte et l'intérêt aussi, c'est de faire du deck building. Mais pour comprendre quel est l'ADN du jeu, si c'est quelque chose qui peut vous exciter ou pas, bah jouez-y, comme ça au moins vous savez dans quoi vous vous lancez. Tout à fait. Puis sur durée de partie, c'est relativement court, donc on a moyen de les enchaîner pour aller découvrir tout. En quelques heures, on a ah bah t'as fait le tour et tu peux te faire ton avis. Qu'est-ce que tu as envie de partager comme message à la communauté entre joueurs qui nous regardent à travers cette chaîne YouTube? Est-ce que tu peux leur dire un truc? Ouais, moi déjà un grand merci pour tout ce que la communauté autour d'Alter nous apporte. Moi, je crois que c'est vrai que c'est une grande force, et on le dira jamais assez, du jeu de cartes à collectionner, c'est la communauté qu'on arrive à construire. Et aujourd'hui, tu vois, on doit avoir un peu plus de 6500 joueurs sur le Discord. Et cette proximité entre les gens de la communauté et notre équipe, tu vois, il y a beaucoup d'échanges qui se font, on reste hyper accessible et tout. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ce qu'on n'a pas forcément dans le jeu de société. C'est clair. Et on peut vraiment être à l'écoute de ce que les gens ont envie. Et c'est comme ça que je vois véritablement à terme le développement d'Alterd. C'est jusqu'à un certain point, on a développé le jeu tel que nous on le pensait, tel qu'on pensait que c'était la meilleure façon de le faire. Et je sais que demain, ces inputs, ces initiatives vont venir de la communauté, bien sûr, parce que il y aura 1, 2, 3, 10, 20, 100 personnes qui vont dire non mais ça en fait c'est ce qu'il nous faut. Peut-être qu'on l'aura anticipé, peut-être pas, et on va pouvoir faire évoluer le jeu à leur côté. Et ça c'est un gros truc chouette que moi j'ai pas connu dans le jeu de société et que je découvre vraiment là. Même si je peux me l'imaginer, le vivre c'est autre chose. Voilà. Carrément, on est d'accord. Comment t'imagines Altered dans 5 ans? Dans 5 ans. Donc là, on est en 2024. Ouais. La campagne n'est pas terminée. On est fin février au Festival international des jeux de Cannes. Dans 5 ans, si on reprenait rendez-vous, tu voudrais me raconter quoi? Bah déjà, j'espère qu'on sera encore là. Parce que je sais aussi à quel point le jeu de cartes à collectionner, c'est un milieu difficile, où il y a beaucoup de participants et peu d'élus. Donc j'espère que notre proposition fera écho. Que tout ce qu'on pensait être un petit peu game changer sera fait écho aussi auprès des joueurs et des joueuses et qu'ils nous auront fait confiance pour continuer l'aventure avec nous. Donc ça déjà je le souhaite. Et après j'imagine quelque chose de très fluide finalement entre le jeu physique, le jeu digital et finalement un écosystème où il n'y a pas de barrière et que quelle que soit la façon dont tu as envie de consommer Altered, t'es pas de frein et tu puisses le faire. Et moi, j'ai envie d'être un facilitateur pour pouvoir jouer le plus possible. Moi, j'aime quand les gens jouent, je trouve que c'est chouette de jouer. Et voilà, donc si ça joue partout sur plein de plateformes, sans avoir cette espèce de double peine de si je veux en jouer en ligne, je dois racheter des cartes et ceci et cela avec cette espèce de concoursier que moi j'aime pas trop, je serais très très content qu'on arrive à ça. J'ai 2 dernières questions. Qu'est-ce que tu as envie de dire au Régis dans 5 ans? Au Régis, imagine, on se retrouve dans 5 ans, comme on se dit là, et je te remonte la vidéo. Quel message tu veux écoute, que j'espère. C'est des questions compliquées. J'espère que tu resteras fier de ce que tu as fait, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ça marche encore une fois ou que ça marche pas. Et je suis sûr que le Régis dans 5 ans se dira que quoi qu'il arrive, il sera fier. On pourra vérifier dans 5 ans, mais du parcours, que c'est marché ou pas, parce qu'encore une fois, ce qui est le plus important dans un projet, pour moi, c'est pas tant la finalité, c'est le parcours. Finalement, la finalité, une fois que ça marche, tu le sais, t'es content, c'est bien, mais c'est un instant T. Tout le chemin que tu vas parcourir avec les gens, que ce soit de l'équipe, avec les gens de la communauté, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un chemin qui est toujours facile parce que c'est vrai que des difficultés dans tous les projets t'en as, mais c'est comment tu les résous avec d'autres personnes. Et t'es pas tout seul, et ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Donc j'espère que je serai fier du parcours, quel que soit le résultat. Voilà. Très bien. Donc le rendez-vous est pris pendant 5 ans. Et dernière question. Quelle question t'aurais aimé que je te pose? Ah là, quelle question. Et voilà, et à chaque fois c'est le genre de question sur lequel je bug. C'est normal, c'est compliqué. Ouais, quelle question.
tu vas faire du cut, hein, sinon les gens vont se faire un petit peu, hein, T'inquiète. voilà. Parce que si vous le savez pas, je vais griller la question qui Non, je sais pas, tiens, pour ça pourrait être qu'est-ce que tu rêverais de faire que t'as pas encore fait, peut-être? Quelque chose comme ça? Ouais. Alors, Régis, qu'est-ce que tu rêverais de faire que tu n'as pas encore fait? Je ne m'attendais absolument pas à ce que tu me poses cette question. Je crois qu'à un moment donné, j'en ai toujours eu envie, c'est de faire quelque chose qui est un vrai impact sociétal. Je sais pas encore comment, mais un lieu, quelque chose et tout, mais je sens que j'en ai de plus en plus envie. Mais c'est jamais simple à trouver quoi, où on peut être pertinent, où on peut apporter vraiment un petit peu dans ce qui nous entoure une vraie plus-value. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'éclaterait de réfléchir à ces problématiques-là. J'avais déjà fait un petit peu à Libellude en créant une fondation d'entreprise dédiée à l'éducation à la jeunesse. Et c'était un premier voyage initiatique pour moi. Et j'aimerais bien voir peut-être dans le futur quelle pourrait être la next step. C'est un truc qui m'exciterait bien aussi. Excellent. Excellent. Ben, il ne me reste plus qu'à te dire un grand merci pour ce moment partagé. C'est très cool. Merci à toi. Très agréable de faire une interview avec toi. On se revoit dans 5 ans, c'est ça? Avec plaisir. Dans 5 ans pour voir si tu vas porter ton message au Régis d'aujourd'hui dans 5 ans. Et puis qu'on fasse un petit bilan finalement sur ce parcours comme tu l'as dit, en espérant que le tumulte soit calme et qu'il n'y en ait quasiment pas. Et ben le rendez-vous est pris pour mes 50 ans, ça sera joli. Ah, bah, un petit bilan de vie à 50 ans, c'est pas bah, moi tu sais j'aurai 44 ans. Du coup. Ah voilà, c'est ça. J'aurai à peu près l'âge que tu as aujourd'hui. Et c'est ça. C'est ça. Merci à toi. Merci beaucoup Régis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore Régis. Et puis n'hésitez pas si vous voulez poser des questions sur Alterne, sur la communauté, sur Régis, pourquoi pas, dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.